La grande édition sur i24 News, bienvenue à tous. L'actualité au rythme du Moyen-Orient, voici le sommaire de ce journal. On se rapproche du moment de vérité autour de l'Iran. Binyamin Netanyahou en route vers Washington. Il présentera à Donald Trump les lignes rouges d'Israël, pas d'enrichissement d'uranium et un contrôle efficace du programme nucléaire de Téhéran. Il souhaite également que la question du balistique soit intégrée aux négociations. Chasse et croisée diplomatique puisque le principal conseiller du guide suprême iranien est à Oman. Ali Larijani entend faire avancer les discussions avec les États-Unis. La balle dans le camp du président américain. Penche-t-il pour un accord à tout prix? Joue-t-il la montre en renforçant toujours plus le dispositif militaire US au Moyen-Orient? Comment écrire l'avenir de Gaza dans un tel flou artistique? Tsahal promet qu'aucun tunnel ne relie aujourd'hui la bande de Gaza au territoire israélien. Affirmation basée sur l'expertise technologique et de longs mois de contrôle. En revanche, plus en profondeur, tension permanente autour de la ligne jaune. Les incidents et provocations restent réguliers. Et c'est dans ce contexte, il reste à verrouiller que l'Indonésie envisage d'envoyer jusqu'à 8000 de ses soldats pour des missions médicales à Gaza et de reconstruction. La force internationale voulue par Washington est-elle en train de prendre forme sans garantie d'un désarmement du Hamas? Nous retrouverons notre envoyé spécial. Et puis cet autre dossier en forme de test pour la relation Israël-USA. Les États-Unis réaffirment leur opposition à une annexion de la Judée-Samarie. Déclaration qui fait suite aux annonces par Jérusalem d'un renforcement du contrôle israélien sur certains secteurs des territoires. Et on note tout de même l'absence de condamnation de ces projets par la Maison-Blanche. Alors faut-il y voir un feu vert non officiel? Rendez-vous dans le parti pris de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Plusieurs lectures possibles de ce qui se trame ces jours-ci autour de l'Iran. Forte activité diplomatique avec donc l'arrivée d'un véritable négociateur iranien à Oman, avec évidemment le déplacement à Washington de Binyamin Netanyahou. Et puis forte activité militaire en parallèle, puisque les États-Unis renforcent leur armada dans la région, et notamment l'envoi de F-35 supplémentaires, alors que l'Iran consolide, on va le voir, ses positions défensives. On met d'abord de l'ordre dans tous ces développements. C'est en compagnie de Mathieu Winding. Benjamin Netanyahou a décollé pour Washington, le 7e voyage du Premier ministre israélien aux États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a été avancé d'une semaine. Benjamin Netanyahou doit exposer les conditions fondamentales de Jérusalem sur les négociations avec l'Iran, comme il l'avait fait pour l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff avant qu'il ne commence les négociations à Oman vendredi dernier. Le Premier ministre israélien doit aussi présenter les derniers rapports des services de renseignement à Israël. Au cours de ce voyage, nous aborderons une série de questions. Gaza, la région, mais bien sûr avant tout les négociations avec l'Iran. Je présenterai au président notre point de vue sur les conditions des négociations. Des conditions importantes qui, à mes yeux, sont essentielles, non seulement pour Israël, mais aussi pour tous ceux qui dans le monde souhaitent la paix et la sécurité au Moyen-Orient. À Jérusalem, on doute du bien fondé même des négociations avec la République islamique iranienne. Israël souhaiterait un ultimatum clair et précis. Les États-Unis se montrent plus flexibles. Un bon accord pour Israël doit inclure une réduction considérable des capacités de production de missiles balistiques et Téhéran doit arrêter de soutenir militairement et financièrement son réseau de proxy comme le Hezbollah et les Houthis. Pour Israël, renverser le régime des Mollahs est un objectif central. Aux États-Unis, l'affaiblissement du régime est acceptable. Le deuxième round de négociations n'est pas prévu pour le moment. Cependant, Ali Larijani, le conseiller principal du guide suprême iranien, s'est rendu à Oman pour discuter des moyens de parvenir à un accord équilibré et juste avec les États-Unis. En Iran, des photos satellites montrent que toutes les entrées du tunnel menant au site nucléaire d'Iraniens disparants ont été ensevelies. Selon un institut américain qui surveille les sites nucléaires iraniens, l'Iran semble s'inquiéter de la possibilité d'une attaque ou d'un raid mené par les États-Unis ou Israël, ou par les deux. Leur embrayage permettrait d'atténuer les effets de frappe aérienne ou de rendre difficile l'accès au site par des forces spéciales. Quelques jours avant l'opération Midnight Hammer en juin dernier, des opérations similaires ont été effectuées par le régime iranien sur les 3 sites nucléaires qui avaient été ciblés par les bombardiers B-2 américains et les missiles Tomahawk. Les États-Unis continuent d'envoyer des moyens supplémentaires dans la région. 6 avions de chasse F-35 et 3 avions ravitailleurs sont ainsi déployés. Le ravitaillement en vol pourrait pallier le manque de soutien officiel des pays du Golfe à une offensive américaine. Et voilà pour ces signaux contradictoires. Alors, issus militaires ou diplomatiques, on va se rendre tout de suite à Washington où nous attend notre correspondant Antoine Hollard et où l'on attend justement l'arrivée imminente de Binyamin Netanyahou. Bonjour Antoine. Alors, comment se présentent ces échanges Trump-Netanyahou que l'on dit décisifs et puis aussi quelque part entourés d'un certain mystère, un certain secret?
Oui, l'objectif de Benjamin Netanyahou, il est très clair. Il s'agit pour lui de convaincre Donald Trump de ne pas accepter un accord au rabais avec l'Iran, c'est-à-dire un accord qui se concentrerait uniquement sur le dossier nucléaire. Au-delà du nucléaire, Netanyahou veut que Trump arrache des concessions plus larges aux Iraniens. D'abord sur le programme balistique, ces fameux missiles qui menacent toute la région, à commencer par l'État hébreu. Et puis l'autre dossier, c'est le financement des groupes terroristes qui déstabilisent le Moyen-Orient. On pense aux Houthis au Yémen ou encore le Hezbollah au Liban. Ce message, Benjamin Netanyahou l'a déjà fait passer la semaine dernière à Steve Witkoff, l'envoyé de Trump, qui négocie avec les Iraniens, sans grand succès pour le moment, puisque ce que disent les Américains, c'est qu'ils sont prêts à séquencer les dossiers, c'est-à-dire d'abord se mettre d'accord avec les Iraniens sur la question du nucléaire, qui est le plus important aux yeux de Donald Trump. Et puis, dans un deuxième temps, éventuellement, d'aborder les autres sujets. Tout cela ne convient pas à Benjamin Netanyahou, qui a donc décidé de faire le déplacement jusqu'à Washington pour faire pression, il faut bien le dire, sur Donald Trump. En fait, il faut savoir une chose, avec le président américain, bien souvent, c'est le dernier qui lui parle qui a raison. Et ça, Benjamin Netanyahou en a bien conscience. C'est ce qui a donc motivé son déplacement ici. Alors, cette démarche de Benjamin Netanyahou, elle suscite des critiques du côté iranien. L'Iran dénonce une ingérence dangereuse. On voit donc qu'il y a des pressions de tous les côtés pour essayer d'influencer Donald Trump. Signe en tout cas que cette réunion demain sera peut-être assez compliquée. On apprend qu'il n'y aura pas de caméra dans le bureau ovale, alors que d'habitude lorsque Donald Trump reçoit un dirigeant étranger, les caméras sont systématiquement présentes. On apprend par ailleurs que les deux dirigeants ne donneront pas de conférence de presse commune à l'issue de leur rencontre. Voilà, on sera donc attentif au bruit de couloir. Merci beaucoup Antoine Hollard depuis la Maison-Blanche à Washington. Et avec nous ce soir, l'expert Yaki Dayan. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes l'ancien consul israélien à Los Angeles. Alors d'abord sur la forme, ce rendez-vous de Washington est assez différent des précédents. On vient de le dire, pas de chef de cabinet, pas de conférence de presse et puis une délégation très restreinte autour du Premier ministre israélien. Pour vous, est-ce que ça amplifie justement quelque part l'importance de ces entretiens, voire le côté un petit peu secret ? D'abord, c'est la 7e rencontre entre les deux. C'est quand même extraordinaire que dans un temps si restreint, ils se rencontrent aussi souvent. Cela montre la relation très proche entre les deux. Sans aucun doute, cette rencontre sera différente parce que son essence, c'est le tête-à-tête entre Trump et Netanyahou. Netanyahou veut passer au-dessus des médiateurs américains, Kushner et Witkoff. Il veut montrer les choses de manière claire à Trump directement. Il veut lui montrer ses renseignements qu'a Israël sur l'Iran, sur le programme balistique, sur toutes les nouvelles armes qu'a l'Iran et ce qu'il a en missiles. Et au-delà de ça, il veut assurer que la conversation serait avec celui qui décide. C'est maintenant les décisions qui vont être prises. Netanyahou, au-delà des renseignements, va dire quelles sont les lignes rouges d'Israël. Il parlera des missiles, il parlera aussi du fait que l'Iran et son régime sont dans la situation la plus grave qu'ils aient connue aujourd'hui et donc c'est une occasion unique de faire tomber ce régime. Mais si l'on va vers un accord, et ça c'est la préférence de Trump, d'aller vers un accord, il devra inclure, au-delà de zéro enrichissement d'uranium, le programme des missiles qui devra être limité et l'arrêt de soutien aux proxys et l'aide au peuple iranien. Voilà les 4 éléments qui devraient faire partie de tout accord signé par Trump avec les Iraniens. Et ce sera là le message de Netanyahou. Alors c'est vrai que c'est complexe comme message, mais justement, est-ce que vous pensez que la grande différence aujourd'hui entre Trump et Netanyahou, c'est que Trump, dans le fond, veut un accord avec l'Iran, Netanyahou n'en veut pas? Absolument. Du point de vue de Netanyahou, il dit les Iraniens sont au point le plus bas qu'ils aient connu, c'est dommage de rater cette occasion. Il faut aider le peuple iranien. Trump préfère une victoire vite et rapide et forte. De son point de vue, s'il y a un accord qui inclut toutes ces parties, c'est la manière d'agir. Trump n'a pas envie de mettre en danger des soldats américains. Il n'a pas envie d'utiliser sa force militaire. Et je rappelle que Trump a déjà utilisé 3 fois sa puissance. La première fois en sortant
moment de l'accord avec avec l'Iran en 2018. Il a liquidé Soleimani et il a attaqué les sites nucléaires au moment de la guerre des 12 jours. Donc il sait utiliser la force, mais il préfère utiliser un accord. Et on l'a entendu de son ministre de la guerre Exet. Aujourd'hui, il a dit, nous voulons aller vers un accord, mais s'il n'y a pas d'accord, les choses sont binaires. S'il n'y a pas d'accord, il y aura une attaque. Donc c'est assez clair. Et s'il y a un accord, vous pensez que tout nouvel accord, justement, ce serait une victoire pour l'Iran, si ça ne porte que sur le nucléaire essentiellement, et quelque part, ce sera la suite sans fin de ce jeu de poker menteur entre les Iraniens et l'Occident? Absolument. Si l'Iran réussit à arriver à un accord seulement sur le nucléaire, et c'est la tentative des Turcs d'aller dans cette direction avec l'aide de quelques-uns des pays arabes, d'arriver à un accord qui ne touche que le nucléaire, même s'ils arrivent à zéro enrichissement. Et je pense que l'Iran serait prêt à faire preuve de flexibilité sur cette question, parce que la situation en Iran est très grave. L'uranium enrichi est quelque part enterré en Iran, c'est certain, et tout accord avec les États-Unis exigera qu'on le fasse sortir, mais comme le programme nucléaire a été tellement touché et ils savent très bien que les États-Unis peuvent utiliser la force militaire, ils seront prêts à faire preuve de souplesse sur le sujet nucléaire. Mais sur les missiles, non. C'est pas. Et donc, du point de vue de Trump, ce serait quand même une très grande réussite qu'il fasse preuve et qu'il cède là-dessus. Voilà, d'où l'importance d'une forte pression militaire. Ce sera compliqué. Merci beaucoup, Yaki Dayan, pour cette analyse en plateau ce soir dans la grande édition. Alors, quelques mots aussi, et c'est important, concernant l'état de préparation côté iranien cette fois-ci. L'Iran qui dit vouloir désormais entourer de secrets ses progrès en matière de technologie militaire pour mieux surprendre l'ennemi. Nous sommes en ligne avec Olivier Rafovitch. Bonsoir et merci à vous, colonel de réserve de Tsahal. Et on a vu des images récentes aujourd'hui de l'attaché militaire chinois en Iran, quand même, qui a présenté au commandant de l'aviation iranienne une maquette de l'avion de combat chinois, le fameux J-20, dernière génération. Est-ce que vous pensez que l'Iran pourrait acquérir bientôt de tels appareils, ce qui constituerait évidemment une sorte de game changer pour l'ensemble de la région? D'abord, nous savons qu'il y a une coopération assez étroite entre la Chine et l'Iran. Nous voyons de plus en plus de proximité au niveau militaire. Aujourd'hui, la présentation d'une maquette d'un avion de 5e génération, ça veut dire que quelque part la Chine veut envoyer ici un message, mais également l'Iran. On est encore très loin d'avions capables de faire partie de l'armée de l'air iranien. On parle ici d'une maquette, mais il est clair que cette proximité entre l'Iran et la Chine veut démontrer qu'il y a du côté iranien et du côté chinois une volonté, en tout cas pour la Chine, d'entrer dans le Moyen-Orient et de jouer un rôle militaire. C'est vrai que ça ne se fait pas en quelques mois, une affaire comme ça sur des avions aussi sensibles, mais on voit peut-être que justement l'Iran gagne du temps en ce moment parce que l'Iran a identifié sa faiblesse, son aviation. Elle pourrait rattraper, vous pensez, à terme son retard grâce à la Chine avec un appareil qui, sur le papier, surpasserait théoriquement, encore une fois, le F-35 américain. Mais on ne va pas faire maintenant de politique fiction, on est dans une réalité extrêmement, je dirais, dangereuse. Déjà, alors nous parlons, l'Iran possède plusieurs milliers de missiles balistiques. Ils ont mis en fait l'accent sur la force de missiles balistiques plus que sur l'aviation avec des appareils de combat. Il y a également des missiles de fabrication et de technologie nord-coréenne. Nous avons également vu la capacité en drone d'attaque lorsque la Russie utilise des drones fabriqués en Iran et qui frappent des cibles civiles, entre autres en Ukraine. Tout cela fait que l'Iran reste aujourd'hui une menace extrêmement importante au niveau de la menace balistique. Et il est clair que c'est aujourd'hui la menace numéro 1, au-delà évidemment de la menace nucléaire, que possède l'Iran, entre autres, face à Israël et face à d'autres pays. Il faut également savoir que cette menace balistique, elle est dangereuse pour tout le Moyen-Orient, et bien au-delà d'ailleurs. On peut également penser que des missiles balistiques iraniens sont également capables de toucher des cibles en Europe. Ce n'est pas quelque chose qui est non envisageable. Effectivement, menace globale. Un dernier mot, parce qu'on profite que vous êtes là, colonel Rafovitch, commentaire sur l'annonce par Tsahal de la création d'une nouvelle division de combat, la 38e division, qui vise à renforcer les capacités de manœuvre. On sait qu'il y a effectivement des défis face à l'Iran et aussi à Gaza. Que peut-on dire sur cette nouvelle division en quelques mots? Une nouvelle division terrestre qui va faire en fait
honneur à la division d'Ariel Sharon qui porte le même nom, la division 38, lors de la guerre des 6 jours. Une division qui va être fondée sur les forces d'entraînement de l'artillerie, du corps de blindés, également des forces terrestres. Elle répond, cette création de nouvelles divisions, la première depuis 56, à un besoin en hommes, en matériel et surtout en capacité de manœuvre terrestre. On a vu plusieurs fronts dans cette guerre qui n'est pas encore véritablement terminée. Et donc, il est fondamental pour Tsahal à la fois de se renouveler, également de se renforcer. Et cette création d'une nouvelle division est quelque part, d'abord et avant tout, un renfort au niveau des forces terrestres. On a vu l'importance fondamentale et le prix lourd que Israël a payé, près de 1000 morts dans les combats contre le Hamas, entre autres, et le Hezbollah dans cette guerre-là. Et il faut renforcer Tsahal au niveau terrestre. Et c'est la solution qui a été choisie par l'état-major israélien. Voilà, donc adaptation sur mesure aux besoins effectivement du D'ailleurs, moment. juste un mot, si vous me permettez. Allez-y. Le prochain commandant de la division sera l'ancien chef du régiment Kfir, bien connu entre autres de centaines de soldats qui viennent également de France et qui sont maintenant en Israël. Effectivement, ils sont nombreux. Merci encore à vous pour cet éclairage, colonel Olivier Rafovitch. Alors, à mesure que les déclarations émergent concernant ces négociations entre l'Iran et les États-Unis, eh bien, les Iraniens qui sont descendus dans les rues courageusement depuis de longues semaines semblent désespérés aujourd'hui. On va le voir avec vous. Déborah Benayoun, bonsoir. Déborah, déception vis-à-vis de l'Amérique, évidemment, ce qui a poussé certains à commettre l'irréparable. Racontez-nous. Oui, David, c'est une histoire difficile qu'on va vous raconter ce soir, celle d'un jeune opposant iranien qui répond au nom de Pouria Hamidi et qui a décidé d'adresser un long message. C'est une vidéo de près de 10 minutes en anglais à la communauté internationale et à Donald Trump en particulier. Il explique tout simplement vouloir attirer l'attention sur la répression sanglante des manifestations en Iran et il supplie la communauté internationale de ne pas conclure d'accord avec le régime des mollahs. Et au-delà du message déjà très fort, puisqu'on va vous montrer un extrait, vous allez l'entendre, eh bien, ce qui est encore plus triste, c'est qu'après avoir posté cette vidéo, eh bien, il a malheureusement mis fin à ses jours. Je vous propose d'écouter un extrait et on en parle ensuite. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je ne suis plus là. Plus de 40 000 personnes ont été tuées, assassinées et massacrées. Plus que lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et plus que lors de la guerre entre Israël et la Palestine. Je veux faire cette vidéo pour envoyer un message à l'Amérique et au reste du monde. Vendredi, le président Trump va conclure un accord avec ce régime. Il nous a dit de continuer à protester. Et c'est ce que nous avons fait. Nous lui faisions confiance. Conclure un accord, c'est trahir tous les gens qui sont morts. Donc je vous en supplie, arrêtez cet accord. Vous l'avez vu, on sent son émotion et son désespoir. Il parle même de trahison suite à la décision de mener des pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis. Et puis dans cette vidéo, qui est très longue, on l'a dit, il y a aussi un soutien à Reza Pahlavi, le fils du dernier shah d'Iran. Mais le cœur du message, c'est de dire que le seul espoir qu'il reste au peuple iranien, eh bien, c'est que l'Amérique attaque l'Iran. Il faut rappeler qu'au plus fort de la contestation en Iran, le président américain avait encouragé les protestataires à descendre dans la rue. Il répétait constamment que l'aide était en route. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ce message va arriver jusqu'à Donald Trump. Ouais, le SOS des Iraniens porté donc par ce jeune homme. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Allez, autre chose, un gros plan également ce soir sur cet autre pays du Moyen-Orient qui exprime certaines ambitions nucléaires. Et on parle d'une puissance régionale, la Turquie. Et oui, Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères, a publié une déclaration susceptible de déstabiliser les équilibres. Il affirme que son pays pourrait envisager de participer à une course aux armements nucléaires et il pointe Israël. On rappelle qu'Ankara se concentre actuellement sur la construction de la première de ces 3 centrales nucléaires officiellement destinées à la production d'énergie civile. Avec nous pour en parler, le docteur Sinan Sidi. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes chercheur principal sur la Turquie à la Fondation pour la défense des démocraties. Alors d'abord, comment interpréter ces déclarations du chef de la diplomatie turque ? Est-ce qu'il met simplement la pression, vous diriez, sur les USA et puis sur l'ensemble de la région, ou bien ça correspond à un projet sérieux de la part des Turcs, qu'ils réfléchissent sérieusement à acquérir l'arme atomique ? Oui, la Turquie
a été longtemps opposé à l'arme nucléaire pendant très longtemps. Ils ont signé l'accord de non-prolifération, mais comme la menace iranienne croît dans la région, la Turquie pense que c'est le moment maintenant de sortir de cette limitation et d'aller vers la possibilité d'acquérir des armes nucléaires. Et cela est basé sur le fait qu'il croit que si la Turquie a une dissuasion nucléaire, il ne serait plus agressé par des rivaux de la région comme Israël, par exemple. Et donc une Turquie nucléaire, ce serait un séisme régional, un changement radical des équilibres. D'ailleurs, c'est peut-être ce que veut, quelque part au fond de lui, Erdogan. Actuellement, ce qu'on a entendu hier soir, ça a été le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, dire, quand on a posé la question, est-ce que la Turquie veut avoir l'arme nucléaire? Il a été là sans répondre. Et quand on lui a reposé la question, est-ce que vous êtes intéressé si vous ne voulez pas commenter, vous pouvez dire pas de commentaire. Et le ministre des Affaires étrangères, en direct, n'a pas fait de commentaire. Mais nous savons que le président Erdogan lui-même est intéressé par l'idée simplement parce que récemment, à la fin de 25, Erdogan a été enregistré disant que c'était une erreur de signer le traité de non-prolifération, ce qui a été fait par ses prédécesseurs. Donc nous savons qu'il a des aspirations et le ministère des Affaires extérieures ne répond pas, mais ce sous-entendu est clair. La Turquie considère sérieusement ses options pour aller vers cette direction. Et en 2 mots, si ça se précise, quelle doit être la réaction pour vous des Américains, peut-être des Israéliens aussi? Est-ce qu'il faut d'abord bien surveiller ce programme nucléaire civil? Écoutez, la Turquie a un programme civil nucléaire pour l'énergie. Ça n'est pas nécessairement une industrie domestique et locale. La Turquie a une relation très proche avec la Fédération russe qui est en train de terminer la construction de la première centrale nucléaire en Turquie qui devrait être ouverte en 2026, 2027. Et la Turquie voudrait voir s'il pourrait collaborer plus avant dans le domaine civil pour passer à l'espace militaire. Le problème, c'est que en dehors de l'énergie nucléaire civile, quelle serait la voie turque pour aller vers une arme nucléaire? Ça, c'est un débat autre. Il y a deux corollaires possibles: de promouvoir ses relations avec le Pakistan, qui est connu pour avoir un programme d'armement nucléaire, et la Turquie dialogue avec l'Arabie saoudite et le Pakistan pour voir s'ils peuvent signer une alliance de sécurité qui pourrait ou pas inclure un programme nucléaire. Et l'autre possibilité pour la Turquie serait de se servir du pétrole iranien, et en 24, la Turquie a signé un accord avec le gouvernement du Niger. Donc, c'est des considérations sous tous les angles. Ouais, l'uranium du Niger, effectivement. Donc, vigilance en tout cas. Merci beaucoup à vous, Dr Sinan Sidi, d'avoir répondu à nos questions concernant donc le programme nucléaire turc. Autre titre ce soir, la bande de Gaza, évidemment, et Israël qui sécurise autant que possible. Et puis le monde qui s'invite pour l'après-guerre. Allons retrouver notre envoyé spécial qui est en direct du sud d'Israël ce soir, tout près du passage d'Erez. Bonsoir Stéphane Goldin. Alors, plusieurs informations ce soir avec vous, Stéphane. D'abord, ce qu'on disait, aucun tunnel terroriste entre Gaza et Israël. Et ça, c'est Tsahal qui l'affirme aujourd'hui. Bonsoir David, effectivement, Tsahal a affirmé qu'il n'y avait plus de tunnel qui rejoignait, je dirais, le territoire de Gaza au territoire israélien. Alors c'est vrai que ça sécurise évidemment la population qui vit autour de la bande de Gaza, mais au-delà de ça, il y a un véritable travail de fourmi qui s'est fait par les forces de Tsahal, avec évidemment une technologie qui a été mise au point, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore énormément de tunnels qui sont dans la bande de Gaza, essentiellement d'ailleurs dans la bande qui est contrôlée par actuellement Tsahal, cette bande, je dirais, jaune qui fait à peu près 53% du territoire
territoire de Gaza. Donc il y a un travail franchement de fourmi qui est fait avec des détecteurs, avec des capteurs pour pouvoir localiser ces tunnels et évidemment les détruire par la suite. Alors la destruction de ces tunnels, évidemment, c'est pas quelque chose qui est aussi facile parce que c'est vrai que nous sommes et que les forces de Tsahal sont en territoire ennemi face aussi à des terroristes du Hamas qui continuent d'ailleurs d'attaquer les forces de Tsahal au moment où elles se rapprochent de ces tunnels. Et donc c'est vrai qu'aussi le terrain est très très dégradé. Et donc c'est vrai que c'est un travail qui est loin d'être évident. Alors Israël, les forces de Tsahal continuent de détruire ces tunnels et encore aujourd'hui, où je me situe, on entendait énormément d'explosions qui sont le fait d'ailleurs de ces destructions de tunnels. Mais au-delà de ça, du coup, ce danger d'ailleurs de Tsahal, d'ailleurs, il n'est pas simplement dans la bande de Gaza, il y a un lien parce que quand on voit ce qui se passe aussi au nord, où il pourrait y avoir des tunnels, mais aussi ce qui se passe au centre, énormément de réflexion se peut se poser. Et il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a eu une première au niveau de l'État d'Israël. Il y a 2 terroristes arabes israéliens qui ont été condamnés pour des attentats contre des civils israéliens et des militaires israéliens. Et concrètement, ces 2 arabes israéliens vont être expulsés dans la bande de Gaza. C'est une première et ça pourrait ouvrir de nouvelles procédures à venir. On verra comment les choses évoluent. Ouais, grande première, effectivement, des terroristes arabes israéliens expulsés donc vers la bande de Gaza. Alors Stéphane, grosse annonce qu'on disait en titre, c'est que l'armée indonésienne se prépare à envoyer plusieurs milliers de ses soldats direction la bande de Gaza. Effectivement, David, l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, devrait envoyer entre 5 000 et 8 000 soldats pour participer à cette force internationale dans la bande de Gaza. Alors évidemment, beaucoup de questions se posent parce que concrètement, pour le moment, il y a très peu de candidats au portillon. Il faut savoir que l'Arabie saoudite, comme la Jordanie, ont refusé de participer à cette force internationale. D'après certaines sources, le Maroc pourrait participer à cette force internationale, mais c'est vrai que aussi d'autres questions se posent. Où va se positionner cette force internationale? Est-ce que cela va être du côté israélien ou du côté où se situent actuellement les terroristes du Hamas? Vont-ils être là pour démilitariser le Hamas comme ça devrait l'être ou simplement faire une action humanitaire? Sachant que pour le moment, au niveau de l'action humanitaire, il faut savoir que entre simplement le 1er et le 7 février dernier, c'est-à-dire il y a encore quelques jours, Israël a donné la possibilité à 4200 camions à traverser et à rentrer dans la bande de Gaza avec de l'aide humanitaire, de l'aide médicale et aussi des tentes pour les Gazaouis. Alors, en tout cas, toujours autant de flou autour de l'avenir de Gaza. Stéphane Goldin en direct du sud d'Israël. Merci beaucoup Stéphane pour l'ensemble de ces précisions. Alors justement, 3 questions ce soir. L'Indonésie, pourquoi? Quel intérêt? Et quelle perspective pour Jakarta avec Israël? Bonsoir Emmanuel Navon et merci à vous, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Alors on parle d'un pays qui est situé quand même à 7000 km de Gaza. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui, d'après vous, les autorités indonésiennes à envisager d'envoyer un contingent quand même militaire dans la bande de Gaza? Alors l'Indonésie, c'est tout un symbole. C'est d'abord le plus grand pays musulman du monde. Et c'est également un pays musulman avec lequel Israël a des relations qu'on peut qualifier de correctes, même si elles ne sont pas encore officielles, mais un pays avec lequel Israël a des relations économiques assez poussées et même des relations militaires officieuses, bien que ce pays ne se soit pas encore joint, comme on en avait déjà parlé dans le passé, aux accords d'Abraham. Donc c'est un pays qui est acceptable, je dirais, pour Israël. Mais il y a là effectivement un paradoxe, et votre reportage en a parlé, à savoir que pourquoi est-ce que les voisins les plus immédiats, tels que l'Arabie saoudite et la Jordanie, par exemple, n'envoient pas des forces et qu'il faut aller jusqu'en Indonésie. Et cela en dit long, effectivement, sur l'écart énorme entre la rhétorique et les actes des pays de la région. Alors c'est ça, plus grand pays musulman du monde, pas de relation officielle avec Israël, mais vous l'avez dit, on sait que l'idée d'une normalisation est évoquée régulièrement. Est-ce que cette implication à Gaza, ça pourrait constituer le prélude, une étape quelque part dans cette direction, au moins du point de vue des Indonésiens et puis des Américains? Alors, je pense que c'est possible dans la mesure où une implication directe de l'Indonésie dans la bande de Gaza créerait de facto une coopération sécuritaire entre Israël et l'Indonésie. Et la question qui se posera ensuite est de savoir quel sera le rôle de ces forces indonésiennes, où est-ce qu'elles seront placées et est-ce qu'elles accepteront véritablement de confronter le Hamas. Donc la réponse à votre question dépend également de ce que sera le rôle de facto et sur le terrain de ces forces indonésiennes. Est-ce qu'elles seront là pour
finalement se comporter comme des forces onusiennes, c'est-à-dire ne servir à rien? Est-ce qu'elles affronteront le Hamas ou bien au contraire, est-ce qu'elles le protégeront? Donc le comportement, je dirais, des forces indonésiennes déterminera en grande partie le futur des relations entre Israël et l'Indonésie. Donc c'est ça le problème, c'est que le Hamas évidemment refuse l'idée d'une présence étrangère ou internationale dans la bande de Gaza. Si ce projet d'envoi de troupes se concrétise, est-ce qu'on est face potentiellement à des tensions? C'est-à-dire on peut imaginer ces militaires indonésiens être ciblés, comme vous dites, par le Hamas potentiellement? Alors, c'est un scénario qui est réaliste, qui est réel. On sait très bien quel a été le sort des forces de l'ONU au Liban et ailleurs. C'est-à-dire qu'elles refusent de confronter les forces terroristes telles que le Hezbollah, ce qui a été le cas au Liban. Je pense que le fait même qu'il ne s'agisse pas d'une force de l'ONU est déjà une évolution positive. Parce que si ça avait été des forces de l'ONU, on aurait su immédiatement qu'il ne fallait pas compter sur elles. Donc le fait même que ce ne soit pas sous le drapeau de l'ONU est déjà une évolution positive. Mais encore une fois, il faudra que l'armée indonésienne fasse ses preuves et nous montre exactement ce qu'elle est venue faire dans la bande de Gaza. Voilà, un test grandeur nature, en tout cas, qui attend éventuellement ces soldats indonésiens. Merci beaucoup à vous, professeur Emmanuel Navon, d'avoir répondu à nos 3 questions. Également dans la région, l'armée israélienne a détruit un dépôt d'armes du groupe terroriste Jama'a Islamiyah dans le sud de la Syrie. Cette fois, une opération menée la semaine dernière, mais autorisée à la publication seulement ce matin. Sahel qui assure que ce mouvement continue de préparer des actions terroristes contre l'État d'Israël sur le front nord. Les détails en images, Océane Nicole. Sur ces images, l'armée de l'air israélienne vise un bâtiment. Nous sommes dans le village de Beit-Jan, dans le sud de la Syrie. Tzal a localisé cette infrastructure car elle était utilisée par l'organisation terroriste Jama'a Islamiyah. À l'intérieur, des armes, des mines ainsi que des moyens de communication utilisés par les terroristes. Au cours d'une opération nocturne, les forces de Tsahal ont identifié et démantelé un dépôt d'armes appartenant à l'organisation terroriste Jama'a Islamiyah dans la région de Beit-Jin, au sud de la Syrie. Sur place, les troupes ont saisi et neutralisé plusieurs types d'armements, dont des armes à feu, des mines terrestres et des équipements de communication. Une opération nocturne menée la semaine dernière par Tzal et autorisée à la publication aujourd'hui. Plusieurs terroristes ont été éliminés au cours de la mission. Plusieurs autres ont été arrêtés, parmi lesquels un haut responsable de Jama'a Islamiyah, une branche des frères musulmans. Tzal accuse ce groupe terroriste de coopérer étroitement avec le Hezbollah et le Hamas, que ce soit en Syrie ou dans le sud du Liban. Justement, au Liban, Tzal poursuit ses opérations antiterroristes. Hier, l'armée israélienne a éliminé un haut responsable du Hezbollah au cours d'une mission menée à 4 km à l'intérieur du territoire libanais. Le terroriste tentait depuis plusieurs semaines de récolter des renseignements contre les soldats israéliens ainsi que de réhabiliter les infrastructures de la milice chiite. Selon l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024, le Hezbollah était censé se retirer et se désarmer du sud du Liban. Mais sur le terrain, l'organisation terroriste continue de violer l'accord. Allez, on va passer au parti pris de cette édition. Et c'est donc l'autre dossier en forme de test en ce moment pour la relation Israël-États-Unis. Les États-Unis qui réaffirment leur opposition à une annexion de la Judée-Samarie par Israël. Une déclaration qui fait suite aux annonces par Jérusalem d'un renforcement du contrôle israélien sur certains secteurs des territoires. On note malgré tout, et c'est important, l'absence de condamnation de ces projets. Alors faut-il y voir un feu vert non officiel? Vous allez nous le dire, Dror Ben-Sapir. Bonsoir, Dror. Bonsoir. Le parti pris avec vous. Alors, savoir d'abord que l'annexion des territoires de Judée-Samarie, c'est une perspective qui est rejetée officiellement par Donald Trump en personne, ligne rouge. Alors oui, vous avez raison d'insister sur le fait qu'il n'y a pas véritablement de condamnation, ligne de réaction directe à ce qui a été annoncé il y a 2-3 jours par le cabinet restreint israélien, par le ministre de la Défense Israël Katz, par celui des Finances Bezalel Smotrich, c'est-à-dire un contrôle plus grand d'Israël sur les zones qui sont en principe des zones autonomes palestiniennes en vertu des accords d'Oslo. Donc pas de condamnation, mais la Maison-Blanche prend même le soin de rappeler qu'elle est opposée à l'annexion des territoires de Cisjordanie ou de Judée-Samarie. Il faut rappeler tout de même que les pays du monde arabo-musulman, notamment la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, se sont considérablement rapprochés de l'administration américaine et que ces pays, bien évidemment, ne veulent pas entendre parler d'une annexion des territoires. Il y a un décalage tout de même entre la position de l'administration américaine et celle du gouvernement israélien sur cette question. Pas d'ailleurs forcément celle de Netanyahou lui-même, qui n'est pas vraiment en faveur de l'annexion, mais sa coalition, en grande partie, oui, les partis de Ben Gvir, de Smotrich, et à l'intérieur même de son propre parti, le Likoud, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en faveur
de la souveraineté israélienne sur les territoires de Cisjordanie ou de Judée-Samarie. Alors justement, ce qui nous intéresse, parti pris oblige, souveraineté israélienne en Judée-Samarie, pour ou contre ? Contre, en ce qui me concerne, ça ne va pas vous surprendre, bien évidemment. Écoutez, David, la position de l'administration américaine la plus pro-israélienne de l'histoire, administration républicaine opposée à l'annexion des territoires. L'électorat américain, démocrate bien évidemment, mais aussi républicain, évolue de plus en plus vers des postures et des positions très critiques à l'égard de l'État d'Israël. Donc, annexer les territoires, ce serait s'isoler pour Israël. Et puis, annexer les territoires, ça signifie quoi, David ? On ne peut pas annexer des territoires sans fournir la citoyenneté israélienne aux populations qui vivent dans ces territoires. Donc, ça signifie remettre en cause la majorité démographique du peuple juif dans l'État d'Israël. Si on annexe les territoires et qu'on ne donne pas la nationalité et la citoyenneté aux populations qui y vivent, ça signifie deux populations qui vivent dans un même État, mais avec deux régimes différents, à deux vitesses, avec des droits pour une population et pas de droits pour l'autre. C'est pas acceptable pour le monde démocratique, c'est pas acceptable pour de nombreux Israéliens, pour de nombreux sionistes. Il faut avoir ça en tête et il faut rappeler également que la politique qui a été menée ces dernières années, qui consistait à éviter toute négociation avec l'autorité palestinienne et donc à favoriser en quelque sorte le Hamas en permettant que le Hamas soit financé généreusement par le Qatar dans la bande de Gaza, cette politique, on a vu tout de même où elle nous a menés. Ouais, c'était la signature de Dror Ben Sapir. Dror, ne nous dites pas que c'était le dernier parti pris de Dror Ben Sapir. Ouais, il semblerait que ce soit le cas, en tout cas, David. Alors, il ne faut jamais dire adieu, peut-être qu'il faut dire au revoir, et ce n'est qu'un au revoir, en tout cas je l'espère. J'ai eu beaucoup de plaisir sur ce plateau avec vous, David Neeman, et sur bien d'autres plateaux avec d'autres présentateurs, Charles Banoun et d'autres également, à décrypter l'actualité israélienne, à la commenter, parfois à prendre parti, et vous m'en avez donné l'occasion et je vous en remercie. La mission de la chaîne ne s'arrête pas là, et elle est entre de très bonnes mains avec vous, David, avec Miri Maman, avec d'autres journalistes, parce que véritablement cette chaîne a une mission importante, une mission très importante, de décrypter, rendre intelligible l'actualité israélienne et proche-orientale. Vous allez continuer à le faire. Bravo et bon courage. C'est nous qui vous disons merci. Merci pour tout. Dror, vous allez énormément nous manquer. Je pense également à nos téléspectateurs. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur, évidemment, pour la suite. Pour vous, et comme vous dites, au revoir et à bientôt, on l'espère. Merci encore, Dror Ben Sapir. La suite de l'actualité, cette fois en bref et en images, l'Infochrone. Vigilance de tous les instants en Judée et Samarie, justement. Les services de renseignement intérieur, le Shabak, annoncent avoir démantelé une infrastructure terroriste active dans la région et pilotée depuis le Liban. On parle de 2 cellules qui préparaient des attentats contre des cibles israéliennes et qui avaient reçu pour mission de photographier une localité tout en s'entraînant au tir en vue de passer à l'action. Pour l'heure, 5 résidents de Judée-Samarie palestiniens ont été inculpés. Politique en Israël, les sursis pour la coalition gouvernementale. La Knesset a validé la nuit dernière, au bout du suspense, un texte annexe à la loi de finances. 60 voix contre 56, une approbation rendue possible grâce au soutien des partis orthodoxes à l'issue de négociations intenses qui portaient sur l'enrôlement des élèves de Yeshiva. Techniquement, il s'agissait de se mettre d'accord sur la loi dite des arrangements qui permet d'appliquer le budget de l'État. En cas d'échec, le Parlement aurait pu être dissous, précipitant évidemment de nouvelles élections. Enfin, les smartphones en voie de disparition dans l'enseignement scolaire. Après leur interdiction dans les écoles primaires d'Israël, le ministère israélien d'éducation envisage à présent d'étendre la mesure aux secondaires, collèges et lycées. L'option est à l'étude. Elle soulève des questions pratiques. La décision pourrait être prise à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. Le ministre Yoav Kish dit comprendre les réticences des adolescents, souvent contraints de rester joignables pour des raisons familiales. Avec une telle mesure, Israël rejoindrait plusieurs pays européens, dont on sait la France. Allez, on reprend le fil de notre dossier de la semaine consacré à l'épopée économique d'Israël. Eh bien, ce soir, les talons d'Achille. On va se souvenir que chaque médaille a son revers de la médaille. Après avoir passé en revue l'histoire économique et les piliers, les moteurs de ce miracle israélien, ce soir, la face plus sombre, la rançon du succès. Ce sont les 2 principaux reproches réguliers. D'abord, les inégalités tenaces qui donnent cette impression d'un Israël à 2 vitesses, le centre et la périphérie, les gagnants de la tech et les autres. Et puis les monopoles hérités, vous le savez, de la phase socialiste. Ces écueils sont-ils surmontables? Comment? Quelle volonté de la part des responsables politiques? Panorama tout d'abord en compagnie de Mathieu Winding.
Israël fascine souvent par son dynamisme économique, un petit pays entouré de tensions géopolitiques mais capable de devenir l'une des nations les plus innovantes au monde. Mais derrière cette réussite spectaculaire, il existe aussi une autre réalité, un revers du miracle, des inégalités fortes et une économie dominée par quelques géants. Israël affiche l'un des niveaux d'inégalité les plus élevés parmi les pays de l'OCDE. Le pays est devenu une puissance technologique mais tous les citoyens ne profitent pas de cette croissance. La pauvreté touche particulièrement deux groupes, les Haredim, les juifs ultra-orthodoxes souvent éloignés du marché du travail moderne et les arabes israéliens qui subissent encore des écarts d'accès à l'emploi et aux infrastructures. Résultat, près d'un Israélien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté selon les données de l'OCDE et s'ajoute à cela un facteur explosif, le coût de la vie. À Tel Aviv, faire ses courses ou se loger coûte parfois plus cher qu'à Paris ou à Berlin. Le prix de certains produits alimentaires sont parmi les plus élevés du monde occidental. Alors la question se pose, Israël paie-t-il le prix de son succès ou construit-il une bombe sociale à retardement? Autre talon d'Achille, la concentration économique. Dans plusieurs secteurs clés, la concurrence est limitée. Quelques grands groupes dominent. La grande distribution, les télécoms, les importations alimentaires ou encore le secteur bancaire. Dans un pays où le marché intérieur réduit, cette concentration crée des situations d'oligopole. Peu d'acteurs, donc peu de pression sur les prix. Mais Israël se retrouve face à un paradoxe. Dans un petit marché isolé, entouré de frontières complexes, la concurrence totale est-elle réellement possible ou même dangereuse pour la stabilité économique? Face à ces failles, une partie de la réponse vient de la société civile. Des initiatives citoyennes tentent de réduire les fractures, associations d'aide alimentaire, start-up solidaires, philanthropie très développée, enfin une économie communautaire dans certains quartiers ou kibbutzim. Israël est aussi un pays où l'engagement local est fort. Quand l'État ou le marché ne suffisent pas, les citoyens s'organisent. Aujourd'hui, économistes sociaux et entrepreneurs engagés s'interrogent comment maintenir le miracle sans laisser une partie du pays sur le bord de la route. Et oui, s'attaquer au coût de la vie qui colle tel un sparadrap, on sait, au modèle économique israélien. Bonsoir Mathieu Windig. Bonsoir, Merci David. Mathieu pour ce dossier. Alors c'était il y a bientôt 15 ans, l'expression d'un mécontentement national face à la hausse perpétuelle du coût de la vie. Vous nous racontez ce qui s'est passé à l'été 2011. Oui, alors le malaise qui se cristallise autour du coût de la vie est symbolisé par un détail du quotidien. En 2011, donc, le prix du cottage cheese, une spécialité laitière très présente dans les frigidaires des Israéliens, atteint 8 shekels. L'augmentation de ce produit provoque une colère chez les Israéliens. Une page Facebook est créée et rejointe par 75 000 personnes. S'ensuivent des manifestations géantes, inédites dans le pays, des tentes installées dans les parcs. Il s'agit de dénoncer le coût de la vie, notamment les prix de l'immobilier, les fameuses images du boulevard Rothschild recouvert de tentes à Tel Aviv, les monopoles alimentaires et puis ce sentiment que tout devient hors de prix. Alors, ce mouvement appelé la révolte du cottage cheese n'est pas anecdotique, il révèle une réalité que même dans la Startup Nation, dans une économie innovante, le quotidien peut devenir étouffant. Donc une question reste ouverte, Israël peut-il continuer à briller à l'international si une partie de sa population ne remplit pas son frigidaire? La réussite du mouvement, c'est que le prix du cottage cheese est retombé à 5 shekels 90, mais le mouvement qui ne s'est pas structuré a disparu, tout comme a disparu un autre mouvement apparu au même moment à New York, Occupy Wall Street. Un autre signe de l'échec de cette révolte, selon les derniers chiffres du Bitoire Leumi, la caisse d'assurance maladie, la caisse d'assurance nationale israélienne, le salaire moyen qui se situe entre Israël et entre 13 et 15 000 shekels, donc est de 14 677 shekels bruts, alors que le salaire médian, celui qui divise la population active en deux, est de 10 586 shekels bruts. Et c'est un écart de 43% qui montre un fossé entre les Israéliens et une concentration de richesses dans certains secteurs de la société. Un gros indicateur, effectivement, des inégalités. Merci beaucoup, Mathieu Windig. On va tenter justement d'analyser ces talons d'Achille socio-économiques. Avec nous ce soir, le docteur Jacques Bendellac. Bonsoir et merci. Vous êtes docteur en économie et spécialiste de l'économie israélienne. Vous êtes l'auteur, on va le voir, de cet ouvrage intitulé « Juifs et Arabes israéliens » aux éditions Auteur du Monde, qui vient tout juste de paraître. Alors, Israël est souvent cité, et on l'a dit, comme un modèle économique. Pourquoi les inégalités y sont-elles si fortes encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait une part de fatalité? Je dis bien une part, évidemment, de fatalité. Non, il n'y a aucune fatalité dans les inégalités et dans la pauvreté. Tout ça, c'est le résultat d'une politique économique qui a été celle d'Israël depuis 20 ans, une politique de libéralisation de l'activité économique, c'est-à-dire que l'État s'est retiré de l'activité économique et on a laissé faire les investisseurs privés qui sont devenus des monopoles très vite, dans tous les secteurs, comme vous l'avez dit. Et donc, ces monopoles, ce sont eux qui sont à l'origine de ces inégalités parce qu'ils tirent les prix vers le haut et que
certaines personnes s'enrichissent, il n'y en a pas beaucoup, mais que beaucoup s'appauvrissent. Hein. Et donc Israël aujourd'hui est un pays riche, mais qui a beaucoup de citoyens pauvres, justement parce que la structure de l'économie israélienne favorise ce genre de schéma, et c'est une structure que l'État, j'allais dire, a dessiné lui-même dans les années 2000 en libéralisant l'économie. Et l'État, il faut le dire aussi, n'intervient pas suffisamment. Hein. On pourrait faire plus pour faire baisser les prix, pour renforcer la protection sociale, et tout cela, comme c'est un pays libéral, eh bien, on n'intervient pas. Et voilà, donc c'est pas une fatalité, hein. C'est une politique économique voulue des gouvernements depuis 20 ans. Au gouvernement, effectivement, la tech qui tire vers le haut les salaires, mais toujours une dimension géographique et puis professionnelle à ces inégalités. Alors justement, le coût de la vie, comment on fait en Israël? C'est devenu l'un des plus élevés de l'OCDE. Comment est-ce qu'on l'explique concrètement, en rappelant quand même qu'on a quand même un contexte géopolitique qui est assez unique? On parle d'un pays qui est géographiquement plus ou moins isolé par rapport aux autres pays justement de l'OCDE. Oui, alors c'est vrai, pays isolé, petit pays, donc pas beaucoup de population pour pouvoir rentabiliser des activités. Mais encore une fois, la cause principale de la cherté de la vie en Israël, c'est l'existence de monopoles dans tous les secteurs de l'activité qui maintiennent des prix élevés et que l'État néglige de réprimer. Hein, l'État ne fait presque rien dans ce domaine-là. Et oui, la cherté de la vie, c'est justement le résultat du fait que, eh bien, il y a des monopoles qui peuvent augmenter les prix sans que personne ne réagisse. Le consommateur est obligé d'acheter parce qu'il n'a pas le choix, il n'y a pas de concurrence. Hein. Et donc, c'est la cause principale, cette structure très particulière de l'économie israélienne, qui est, je crois, unique hein, dans les pays occidentaux, qui est la cause principale de la cherté de la vie depuis une vingtaine d'années. Alors justement, en 2 mots vraiment pour conclure, comment est-ce qu'on peut vraiment casser ces monopoles sans fragiliser, c'est important, l'économie nationale? Est-ce que les monopoles, ce serait peut-être un mal, peut-être pas nécessaire, mais inévitable dans l'équilibre économique du pays? En 2 mots. Alors, pas forcément. Le fait est qu'un secteur comme la télécommunication, la téléphonie, on a réussi à l'ouvrir et à créer d'autres producteurs qui ont fait baisser les prix. Hein. Donc, dans tous les secteurs de l'activité économique, ce n'est pas une fatalité. On peut faire beaucoup de choses pour casser ces monopoles et faire baisser les prix. Voilà, donc secteur par secteur, évidemment. Merci beaucoup à vous, docteur Jacques Benerenc, pour cet éclairage dans le cadre du dossier de la semaine. Allez, l'actualité plus pénible et le fléau de l'antisémitisme toujours en France d'abord. Nouvelle agression à Paris, un adolescent juif de 13 ans frappé, dépouillé hier par 5 individus qui ont placé un couteau au niveau de sa gorge. D'après Le Figaro qui cite des sources policières, les malfaiteurs lui ont dérobé ses écouteurs, son manteau, ses chaussures, tout en le frappant au visage et en le projetant au sol. Le jeune adolescent qui portait une kippa aurait été insulté au cri de sale juif alors qu'il se rendait à la synagogue. La victime, qui présentait de légères contusions, serait parvenue à faire fuir ses agresseurs avant d'être prise en charge par les secours. L'un des 5 individus, à le savoir, a été interpellé. L'enquête se poursuit, évidemment, à Paris. Et au beau milieu de ce climat préoccupant, certains font le choix d'attiser le feu de la haine. On évoque les dernières déclarations du polémiste franco-suisse Alain Soral. Pour lui, l'affaire Epstein démontre l'existence d'une mafia juive raciste au sommet du monde occidental. Des propos qui n'ont pas échappé au ministre français de l'Intérieur. Bonsoir Anna Papiachvili, qu'on retrouve à Paris dans nos studios. Alors Anna, Laurent Nunez a décidé de saisir la justice. Oui, bonsoir David. Alain Soral est de nouveau au cœur d'une polémique et le ministre français de l'Intérieur a décidé de ne rien laisser passer puisque Laurent Nunez a en effet saisi la justice. Il a effectué un signalement auprès de la procureure de Paris concernant 2 messages publiés sur le réseau social X ce lundi. Alors l'un provient du compte Alain Soral officiel et reprend des thèses des milieux complotistes. On peut lire dans ce message: l'affaire Epstein nous démontre une chose très clairement, c'est qu'il existe au sommet du monde occidental une mafia juive suprémaciste et raciste, doublement délinquante sur le plan financier et sexuel. Osez dire le contraire, 3 petits points. Cette publication, elle est complétée en réponse après, toujours sur X, par le message suivant qui émane d'un autre compte accompagné d'une image comportant la mention « pas de pitié » dans la tête du cri, fin de citation. Il faut le dire, depuis la publication fin janvier de plus de 3 millions de documents par la justice américaine
israélienne dans ce dossier de l'affaire Jeffrey Epstein, eh bien, les discours conspirationnistes, antisémites ont repris de plus belle. En fait, il y a un professeur d'université qui explique à nos confrères du Parisien que dans cette affaire, il y a des puissants du monde entier, de l'argent, de la pédocriminalité, des Juifs, tout ce qu'il faut pour un cocktail parfait de conspirationnisme, malheureusement. À suivre. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions depuis Paris, Anna Papiashvili. Allez, un invité ce soir pour évoquer cette actualité chargée. C'est Meyer Habib qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir et merci à vous. Bonsoir David. Ancien député des Français de l'étranger. On va d'abord rebondir justement sur cette affaire Epstein qui suscite tout autant d'indignation ici en Israël en raison de l'implication présumée quand même d'un ancien Premier ministre israélien. Il s'agit de gauche, il s'agit d'Ehud Barak. Barak était très intime avec Epstein, qui est une crapule, qui est un pédophile, même s'il était juif. Mais les déclarations de Barak qui sont sorties dans la presse israélienne, des déclarations audio, où il n'y a pas la moindre possibilité de changer. Il a appelé en fait à transformer, à changer le peuple juif, à amener 1 million de personnes d'origine plutôt de Russie, des jeunes, des blondes, des minces, pour de donner le département des conversions, d'arrêter de le donner aux juifs religieux ou aux juifs orthodoxes, de prendre lui-même les départements. En réalité, comme il n'arrive pas à gagner les élections dans les urnes, on veut changer le peuple juif. C'est raciste, c'est-à-dire que c'est prendre tous les juifs séfarades qui sont venus avec tant d'amour et qui ont tant apporté à ce pays, et aussi qui ont tant apporté à la France et partout où ils ont été, c'est les considérer comme des sous-hommes. Il n'y a pas, et d'ailleurs, je suis très surpris, David Neyman, que la presse israélienne, si ce n'est peut-être un peu chez vous, et aussi sur au-delà d'I24, la chaîne 14 en Israël, en parle finalement très peu. Où sont tous les leaders d'opinion, dont beaucoup sont séfarades? Tabou. Parce que c'est la vérité qui est difficile. Il y a tellement de la haine de Netanyahou, il y a tellement une volonté de changer de gouvernement, de redonner. Il n'arrive pas dans les urnes. Il n'y arrive pas. Tout a été fait avec un procès qui n'aboutit à rien. On a essayé de faire tomber la nomination de David Zini au Shabak. Tout est fait aujourd'hui par une partie de cette gauche qui n'est pas démocrate. Pour eux, le pays leur appartient et la fin justifie tous les moyens. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. On reste sans voix face à de telles déclarations. Vous attendiez quoi de la part d'Ehud Barak aujourd'hui? Des excuses, des explications peut-être? Ça fait longtemps que j'attends de la part d'Ehud Barak, qui a sans doute été un grand militaire, mais qui a été un piètre Premier ministre, un piètre ministre de la Défense. Et surtout, il est avéré qu'il était ami intime avec un pédophile. Il est rentré chez Epstein caché, en cachant son visage. Il est avéré qu'il a été des dizaines de fois sur son île. Donc il faut condamner. Ce sont des faits extrêmement graves. Ce sont des mineurs. Mais tout le monde se tait. Et Barak, c'est le chef aujourd'hui de tout ce qu'on appelle les kaplanistes. C'est le leader idéologique de cette gauche anti-juive, anti-droite, anti-Netanyahou, anti-Eretz Israël. Ils veulent faire de ce pays un pays, sans doute c'est marrant parce qu'ils se disent de gauche, mais en fait, il n'y a pas plus. C'est l'argent, c'est la luxure, c'est les femmes, c'est le manque de valeur. C'est presque eugéniste. Ouais. Absolument. En tout cas, voilà, le cri du cœur. Alors, autre actualité que vous souhaitiez commenter ce soir, Meyer Habib, ce sont les mandats d'amener qui ont été mis par la France récemment à l'encontre de 2 franco-israéliennes, évidemment Rachel Twitou et Nili Kupfer-Naouri. Ça vous a choqué? Bien sûr, non, c'est comme je l'ai dit sur la chaîne numéro 1 qui m'a interviewé longuement, la chaîne Cannes en Israël. En réalité, au-delà de Rachel et de Nili, c'est aujourd'hui tous les soldats français israéliens qui ont servi ou qui servent dans Tsahal qui sont menacés. Ils ont été accaissés pour complicité de génocide, alors qu'il n'y a eu aucun génocide, alors qu'elles ont manifesté, c'est le droit, dans toute démocratie minimum, d'aller manifester pacifiquement pour qu'on n'achemine pas des camions humanitaires à des terroristes qui ont violé, qui ont tué, qui ont commis, eux, un génocide le 7 octobre envers des Juifs. Et la France, le système judiciaire français veut... en fait, un mandat d'amener, c'est un mandat d'arrêt. Donc évidemment, moi, je suis très inquiet pour le système judiciaire aujourd'hui en France, quand on voit qu'il y a des dizaines d'articles 40, y compris moi-même, que j'ai déposé contre notamment Rima Hassan, contre Portes, contre Guiraud, contre toute cette clique, contre, j'ai oublié la députée du 19e arrondissement, qui aussi reprend les thèses
anti-juif de l'affaire Epstein en disant vous remplacez par Israël, vous avez vu, j'ai oublié, Obono. Ouais. La France se trompe de combat, vous dites, en gros, aujourd'hui. La France, aujourd'hui, a, en tout cas une partie, le système judiciaire français continue à prendre Israël, qui défend nos valeurs, qui défend les valeurs judéo-chrétiennes dans cette partie du monde, mais dans le monde entier en réalité, pour bouc émissaire, pour essayer de faire plaisir à une extrême-gauche antisémite. Ouais. C'est la réalité. On va revenir également rapidement sur le déplacement de Binyamin Netanyahou. Ça se précise, c'est pour dans quelques heures aux États-Unis. Vous l'avez rencontré récemment, le Premier ministre israélien. Mardi dernier. Alors justement, comment se présentent d'après vous ces entrevues qui seront très importantes avec Donald Trump? C'est sans doute un des rendez-vous, je l'ai senti très grave quand je l'ai vu. Je ne sais pas tout, j'en sais peut-être un peu plus que la moyenne des gens, mais on ne peut pas revenir avec l'Iran comme s'il ne s'était rien passé, c'est-à-dire bang, ça y est, ils vont baisser leur nucléaire, ils vont diminuer leurs missiles balistiques et on continue. D'abord, il y a des dizaines de milliers d'Iraniens qui sont massacrés. Et on ne peut pas laisser se faire massacrer impunément. Je sais que le monde s'en fout. Je sais que la République est vide. Je sais qu'il n'y a pas la moindre manifestation ou quelques centaines de personnes dans des manifestations à Paris. Mais le monde doit se réveiller d'abord pour les Iraniens. Mais Israël ne peut pas prendre le moindre risque parce qu'un Iran nucléaire, ça peut être la fin du peuple juif. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. C'est l'obsession de Benjamin Netanyahou. Il va aujourd'hui aux États-Unis pour que le président des États-Unis, qui a été remarquable jusqu'à là, prenne ses responsabilités. Il y a la flotte américaine est toute proche. Il est parti avec très peu de monde. Le chef de l'armée de l'air devait joindre. L'ambassadeur Akabi, qui est très pro-israélien, est avec lui. D'ailleurs, il y a une magnifique nouvelle que je vous donne entre parenthèses. Un consulat, je ne sais pas si vous l'avez donné, américain, une antenne du consulat américain, de l'ambassade américaine, a été ouverte à Efrat, dans les territoires aujourd'hui, alors que les Franco-Israéliens qui habitent en Judée et Samarie reçoivent leurs lettres avec territoire palestinien, les Américains, eux, ont ouvert un consulat aujourd'hui à Efrat. La Judée et Samarie restera pour l'éternité aux mains d'Eretz Israël. Mais pour revenir à aujourd'hui, tout le monde dans la rue, les gens, je n'ai pas d'informations particulières, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Tout le monde est prêt, les gens ne savent pas s'ils doivent prendre l'avion, pas l'avion, etc. Ce voyage est fondamental. Au point où l'Iran est extrêmement affaibli, le Hezbollah est affaibli, le Hamas est quasiment détruit, les Houthis sont détruits, etc. Il faut aller au bout, il faut un changement de régime en Iran, il faut détruire les capacités de nuire de l'Iran, et le monde ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pas seulement Israël, l'Europe, la France, les États-Unis, dans le monde entier. Donc rendez-vous décisif, on le comprend, pour Israël et pour la région. Merci. Absolument, merci à vous. Merci Jérémy d'être venu sur notre plateau ce soir. Voilà, fin de ce journal et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ça se débat, Raphaël Hassine et ses invités. Très bonne soirée à tous sur i24.